Capital Risk Tech. Eh bien, c'est le bon moment pour en parler. On applaudit, mesdames et messieurs, Alexis Franz de Elia. Bienvenue. Bonjour à tous. Merci beaucoup Christophe et Michel pour l'invitation et Lima aussi. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Donc, on va faire à peu près 15 minutes de présentation sur ce que je vois. Donc moi qui suis Alexis, je suis associé chez Elia Partners. On a un fonds de capital risque européen. Et l'idée de ce matin, c'est de vous présenter de manière assez rapide le panorama tech de ce qui se passe un peu sur les 2 dernières années, et en particulier via ce que font les Magnificent Seven, donc vous savez, les Amazon, Meta, Google, etc., sur leur prisme d'acquisition. Et peut-être essayer de garder 5 minutes à la fin pour des questions. En quelques secondes, Elia, qui on est donc on est un acteur de l'investissement européen, full stack, donc on est capable d'investir du pré-amorçage à l'après-IPO sur des sociétés tech et deep tech B2B européennes. Je vous ai mis quelques logos que vous connaissez peut-être, Miracle, Alice et Bob dans l'ordinateur quantique, Proxima dans la fusion nucléaire. Je vois qu'il y a Nicolas de GetVocal qui est là, on est aussi un des tout premiers investisseurs de GetVocal dessus. Donc pour commencer sur ce que fait le marché. Je pense que je n'ai pas besoin de vous dire le mot intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est une réalité. Pour vous montrer très rapidement ce graphe, c'est les investissements faits dans les startups au niveau mondial. Vert, c'est la part sur l'IA. 42 milliards en 2020, 270 milliards en 2025. On a fait x6 sur cette période. J'ose même pas vous montrer ce qui se passe au premier trimestre de 2026, parce que ça rentrait même pas dans le graphe. Il y a 255 milliards rien qu'aux États-Unis qui ont été investis dans les startups IA. Sur les 255, 188 milliards sur ces 4 sociétés. 188 milliards. C'est un montant qui est absolument démentiel. C'est des montants qu'on n'a jamais vus dans le monde du capital risque. Et je n'ai pas osé non plus vous mettre les montants investis au niveau de l'Europe, parce qu'on représenterait quelques pixels sur cette slide. Pour autant, on reste persuadé chez Elia que l'Europe a un jeu à jouer. Pour vous montrer un peu plus dans le détail sur ce que font ces Magnificent Seven, l'idée, c'est pas d'écouter ce qu'ils vous disent dans les revues de presse, dans les annonces avec les investisseurs, mais plutôt de regarder ce qu'ils achètent. Et on a identifié 5 thèmes sur à la fois tout ce qui est sur la partie du compute, ce qui est sur la partie du sovereign cloud, et donc là, c'est beaucoup plus l'infrastructure physique. La partie robotique, on voit vraiment, ça y est, l'IA qui entre dans le monde physique. Et demain, je pense que vous aurez des très bonnes sessions au sujet de la robotique. Évidemment, les talents, aujourd'hui, qui sont un énorme goulot d'étranglement, et vous devez vous en rendre compte dans votre quotidien opérationnel quand vous voulez recruter les meilleurs. Aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Et le dernier point, c'est bien évidemment les agents. Je vais vous présenter donc peut-être quelques... Oups, ça a zappé un peu vite. Sur quelques exemples d'acquisition. Alors, j'ai regardé là ce matin, il y a 73 milliards d'acquisitions qui ont été faites par les Magnificent Seven dans les 2 dernières années sur une 50aine d'acquisitions. Une fois de plus, 73 milliards. C'est des montants qui sont absolument démentiels. Je vais vous parler de 3 que j'ai trouvées particulièrement intéressantes. La première, c'est Google et Windsurf. Alors vous avez peut-être un peu entendu parler, ça a fait un peu de bruit l'été dernier. Je vous fais l'histoire rapidement. Windsurf, c'est une société d'IA qui fait du coding agent, donc qui fait des agents pour aider à développer du code. OpenAI propose de racheter la société pour un montant de 3 milliards d'euros. Mais ce qui se passe, OpenAI a un partenariat avec Microsoft, et Microsoft a une licence exclusive sur l'IP que toute OpenAI développe ou alors achète. Il se trouve que le produit Windsurf est un produit directement compétiteur d'un des produits Microsoft, qui est le Microsoft GitHub Copilot. Donc, l'équipe de Windsurf demande mais dans le cadre de cette acquisition, est-ce que ce serait possible de mettre de côté de cette IP, parce qu'on ne peut pas vendre la même chose de société. Microsoft refuse. Microsoft est un partenaire stratégique et un financeur d'OpenAI, et on voit qu'ils ont un contrôle démentiel, ils sont capables de contrôler leur roadmap d'IA. Deuxième phase, pendant que cette information est révélée au grand public, Anthropic, le principal fournisseur d'IA de Windsurf, décide de leur couper l'accès. Pourquoi? Parce que Windsurf était en train de se vendre aux concurrents d'Anthropic. Troisième niveau, Google arrive comme un sauveur, rachète la société pour la modique somme de 2,4 milliards. Ce n'est pas une vraie acquisition. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les grands acteurs américains sont sous la menace de la FCC qui regarde l'antitrust, la concentration. Et donc, c'est des acqui-hire, donc on achète uniquement une partie de l'équipe, on achète une partie de la propriété intellectuelle.
Donc là, pourquoi je vous montre cet exemple? Parce que je le trouve intéressant à 3 niveaux. Un, c'est le contrôle de Microsoft. Et donc c'est là où les partenariats de distribution sont beaucoup plus importants que vous le pensez. Et donc quand on signe des contrats avec Anthropic ou OpenAI ou Microsoft, évidemment, ce qui est écrit en tout petit peut avoir des influences dramatiques sur ce qui se passe dans le futur. Le deuxième point, c'est sur le contrôle de votre supply chain. Aujourd'hui, toute la force de Windsurf était d'avoir accès aux meilleurs modèles d'Anthropic. Du jour au lendemain, Anthropic a coupé l'accès. Donc avoir des supply chains qui soient diversifiés pour faire face à ces risques est extrêmement important. Et le troisième point, c'est ces formats de acquire qui sont plus des acquisitions au sens où on l'entendait. Le deuxième sur Amazon, qui vient de faire en mars 2026 3 acquisitions robotiques, 2 qui sont Fauna et River. Donc Fauna, c'est un petit robot humanoïde qui fait à peu près la taille d'un enfant de 10 ans, qui fait à peu près 50 kilos, qui a un regard extrêmement sympathique. Et on se demande, mais qu'est-ce que vient faire Amazon dessus? Le deuxième, c'est River, c'est une sorte de robot avec des petites roues, un quadrupède avec des petites roues qui se baladent partout. Cette idée d'Amazon, c'est vraiment de rentrer dans la maison. Aujourd'hui, ils sont un peu déjà présents avec Alexa, vous connaissez la petite enceinte, et l'idée, c'est encore plus présent. Et Amazon a une plateforme de distribution monstrueuse, et ce hardware qu'ils achètent, c'est uniquement pour l'installer chez les clients. Et le troisième exemple que je voulais vous donner, c'est entre Meta et Manus. Manus, c'est une petite société chinoise qui s'est construite en 2022, 3 mois avant le lancement de ChatGPT. En 2025, il lance un nouveau modèle agentique, traction phénoménale. Fin 2025, décembre 2025, Meta décide de les acheter pour 2 milliards. Or, cette société est chinoise. Ils avaient tenté de contourner la réglementation chinoise en allant s'installer à Singapour, en transférant une partie de l'équipe. 3 mois plus tard, le Parti communiste chinois décide d'interdire l'opération. Et donc là, on voit les enjeux souverains qui sont absolument dramatiques aussi dans le monde d'aujourd'hui. On voit beaucoup plus les États souverains, les États-nations revenir dans le monde de la tech. Voilà, donc quelques exemples qui vous montrent sur la stratégie d'acquisition des Magnificent Seven. Et l'idée, c'était de vous présenter, nous, nos croyances chez Laia. Alors désolé Alric, ça ne sera pas du tout indépendant, ça sera complètement biaisé parce que c'est des sociétés dans lesquelles on a investi, donc sur lesquelles évidemment nous avons des convictions fortes. Et mon but aujourd'hui, c'est de vous présenter ces convictions. Le premier, c'est l'IA est en train de rabattre dramatiquement les cartes. Tout au long de la stack. Aujourd'hui, nous, on définit notre stack d'infra sur ces 5 niveaux. On descend tout en bas de la partie du compute, les cartes graphiques d'NVIDIA, d'AMD, Intel, etc. Les modèles, les agents, applications et services. Pour vous donner un premier exemple sur LinkUp. LinkUp, qu'est-ce qu'ils font? C'est une société française dans laquelle on a investi autour de Seed qui reconstruisent une infrastructure pour faire de la recherche Internet sur les agents. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé dans les dernières semaines de poser des questions à rallonge dans la barre de Google Search. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous, humains, ne recherchons pas du tout comme des agents. Et donc, il faut créer une nouvelle infrastructure qui va être capable de supporter cette recherche et ce trafic démentiel qui est en train d'arriver sur la vague agentique. Donc ça a été un tour de 10 millions auquel nous avons participé aux côtés de Gradient Venture. Gradient Venture, qu'est-ce que c'est? C'est le fonds Corporate Venture de Google spécialisé sur le machine learning. Et donc on voit aussi beaucoup plus les Magnificent Seven intervenir non plus simplement en partenariat, en acquisition, en business, mais maintenant aussi en investissement. Deuxième société que je voulais vous présenter, la société H. Vous en avez peut-être entendu parler, en 2024, elle avait fait un des plus gros tours de seed à l'échelle française et je crois même européenne, 220 millions, qui a été fondée par une société d'anciens DeepMind qui est sur la couche agentique. Donc eux, ils ont créé un modèle fondationnel, Holotab, dont le métier est d'automatiser la répétition de tâches en faisant de l'enregistrement d'écran. Donc de manière très simple, c'est un concurrent de Manus, mais fabriqué en Europe. Et donc ça aussi, pour nous, c'est des sujets extrêmement importants, justement, dans ce retour de ces États souverains, ces États-nations. On se rend compte en discutant avec beaucoup d'acteurs comme vous, l'importance de la souveraineté. Et c'est pour ça qu'on fait des choix d'investissement assez forts, en faisant des paris sur des sociétés européennes qui ont des vocations de leader mondial, basées sur des équipes extrêmement fortes d'un point de vue académique. Le dernier point que je voulais vous mentionner aujourd'hui
sur la partie IA, c'est les SaaS. Je pense que le SaaS a été une formidable vague d'innovation des 20 dernières années. Aujourd'hui, on se rend compte que ça arrive à maturité, on est en quelque sorte au bout du chemin. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, pour 1 euro acheté en licence logicielle, vous avez 6 euros par-dessus en service. Et je pense que dans les partenaires, on avait encore un bon exemple tout à l'heure. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de sociétés qui décident, grâce à l'IA, des sociétés de conseil, qui décident de développer leurs propres produits. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus simple de créer son produit. Et non seulement on va pouvoir être capable, dans l'ancien monde, de prendre de la marge brute du software, mais d'aller adresser des marchés beaucoup plus profonds. Et donc, on voit l'émergence d'un ensemble de sociétés qu'on appelle des AI Native Service Company, donc de sociétés de services qui se sont créées dans les dernières années, qui fonctionnent uniquement avec de l'IA et qui vont aller targeter, viser de nouvelles cibles avec des processus agentiques beaucoup plus automatisés et beaucoup plus répétables. Et donc on change complètement de business model où avant on pensait au délivrable, à aujourd'hui on pense à l'outcome. Et donc on a fait un investissement dans une société qui s'appelle Descartes & Moss. Je vois le temps qui avance, donc je vais aller rapidement sur le dernier point qui est évidemment le monde physique. La robotique est aujourd'hui omniprésente. Alors on n'a pas été encore accueilli par un petit robot qui nous disait bonjour comme si on était à Vivatech, mais c'est à peu près sûr que ça va arriver dans les 5 prochaines années. Alors j'ai pas de boule de cristal pour pouvoir vous dire d'ici 5 ans tout le monde aura un robot à 20 000 euros chez soi qui fera la cuisine et qui videra votre lave-vaisselle à votre place. On voit aujourd'hui uniquement des vidéos démos avec un effet waouh. On pense que l'Europe a une carte à jouer ici. Pourquoi ? Parce qu'on a une combinaison unique de deux choses. À la fois une expertise industrielle forte. L'Europe est un continent industriel. On a des grands acteurs comme Schneider, comme ABB, comme Bosch, etc., combinés à une recherche de très haut niveau. Si vous allez aux États-Unis aujourd'hui, sur les 1000 fondateurs de licorne, il y en a à peu près la moitié qui sont des étrangers. Et sur cette moitié, une grosse partie qui est européenne. Et donc, on a des centres de recherche d'extrême bon niveau qui créent des spin-offs issus des laboratoires de recherche et qui créent les futures licornes de demain. Pour vous donner un exemple de spin-off, Mimic, c'est une société suisse qui est une spin-off de l'ETH à Zurich, qui est l'école polytechnique fédérale de Zurich, qui a créé un modèle fondationnel spécialisé sur la main. Pourquoi la main ? La main est la dernière frontière physique que les modèles traditionnels n'arrivent pas à adresser. On ne voit pas la petite vidéo, et donc ils sont capables, avec une finesse incroyable, de permettre de faire des opérations avec une main robotisée. L'autre société, c'est Dexory, qui opère dans le monde de la logistique et qui fait un robot autonome avec une échelle qui monte jusqu'à 18 mètres de haut, qui se balade dans des entrepôts et qui fait un inventaire en temps réel. Pourquoi je vous parle de cette société ? Parce qu'il y a un énorme investissement qui a été fait dans la partie robotique, mais aujourd'hui, le robot, c'est plus qu'une plateforme de collecte de données. La vraie valeur vient d'où ? De la data qu'ils acquièrent. Ils acquièrent un dataset propriétaire que seuls ont accès, et derrière, par-dessus, ils sont capables de fournir une intelligence phénoménale à leurs clients sur l'optimisation de leur logistique. 3 choses pour terminer cette présentation sur la partie européenne et quelle est notre carte à jouer là-dedans. J'ai une conviction personnelle assez forte. La couche des modèles est une couche du passé. Dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, ça ne sert plus à rien d'investir là-dedans. Pour moi, ces modèles vont devenir une commodité. Il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui chez OpenAI, chez Anthropic. Effectivement, ils continuent à lever énormément d'argent. Mais si on regarde aujourd'hui où cet argent est déployé, à la fois en termes d'acquisition, en termes de talent, en termes de compute, c'est sur la partie applicative. Ils sont en train de remonter tout en haut de la stack. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte, avec l'exemple de DeepSeek l'année dernière, que finalement, avoir accès à beaucoup de compute, ça pouvait être également une faiblesse. Ils ont été capables de faire une excellente performance avec beaucoup moins de moyens. On se rend compte que la différenciation de la performance, aujourd'hui, on atteint une sorte de plateau. Et si on regarde les modèles open source, ils sont plus qu'à 6 ou 7 points derrière les meilleurs modèles. Donc l'écart temporel entre les modèles privés qui sont state of the art et les modèles open source se sont réduits de 18-12 mois à plutôt 6-9 mois.
Donc aujourd'hui, on est encore dans une vague itérative extrêmement rapide. Et donc si je me dis, je regarde les modèles d'il y a 6 mois, j'ai l'impression de regarder la préhistoire, on arrive sur un plateau. Et donc, ce qui veut dire qu'à ce plateau, les investissements faits dans les modèles privés ne seront plus un actif, mais plutôt un passif pour ces grandes sociétés. C'est pour ça qu'elles remontent toutes sur la partie applicative. On a pu voir Anthropic qui a sorti ses plugins pour le monde de la finance, pour le monde de la légale. On a pu voir OpenAI et des fonds de private equity qui ont lancé des joint ventures pour faire du service au sein des sociétés. Il y a une course pour remonter d'en haut sur la partie applicative. Voilà, donc un peu en conclusion de tout ça, avant de vous laisser la parole sur les questions. Donc je pense que vous avez une force unique en tant que directeur achat innovation. Vous avez des canaux de distribution. Et donc ma recommandation, c'est plutôt de faire des paris sur un usage propriétaire à vous, plutôt que d'aller voir des modèles qui vont capter toute la valeur à votre place. 2, le monde agentique, c'est maintenant. Il y a un énorme coût d'opportunité à laisser passer cette vague. Alors, je pense que si vous êtes là aujourd'hui, il y a peut-être un biais de sélection et je pense que vous êtes tous convaincus de ça. Et si j'étais dans une audience un peu plus large, ça serait un peu plus difficile à vous convaincre. Donc je pense que déjà 95% du travail qui a été fait, il faut le faire de manière sécurisée, évidemment, mais le coût de rater cette opportunité est énorme. 3e point sur les Magnificent Seven et sur la nouvelle génération qui est en train d'arriver entre OpenAI, Anthropic et SpaceX. Regardez ce qu'ils achètent. C'est beaucoup plus intéressant et important que regarder par rapport à ce qu'ils disent. Et enfin, on reste persuadé chez Laïa que l'Europe a une carte à jouer là-dessus, à la fois sur le côté physical AI et aussi sur le côté réglementation, qui peut évidemment être une crainte pour vous en tant que directeur et directrice d'innovation, mais qui peut être également une opportunité en tant qu'acteur européen. Merci. Un grand merci. Bravo pour la qualité de toutes ces informations. Il nous reste 3 minutes pour les questions. Donc n'hésitez pas. Questions. Allez, si tu veux bien te présenter. Salut Alexis, Romain Barissa, Malakoff Humanis. On travaille déjà avec vous. Petite question, tu as insisté un petit peu sur l'acqui-hire, sachant que moi je suis néophyte en investissement. Mais il me semble que c'était déjà un peu le modèle de base, c'est qu'on achetait une société, on achetait les employés qu'il y avait avec, donc il y avait déjà cette notion de acquire. Pourquoi c'est différent maintenant? Alors, pour Céline te dit le bonjour chez nous, et le deuxième point sur l'acquire, qu'est-ce qui a changé? C'est vrai que c'est un modèle qui existait, mais dans le passé sur des montants beaucoup plus petits. Si on achetait des petites équipes d'une dizaine de personnes sur des montants entre 500 000 et 1 million par employé, aujourd'hui l'ampleur est beaucoup plus grosse. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se servent de cette arme comme un contournement face à la FCC. Et donc aujourd'hui, il y a des énormes barrières sur des acquisitions stratégiques. Et donc ils ont trouvé ça plutôt en solution de fallback scénario qu'en termes de solution numéro 1. Donc c'est aussi le cas de Grok et Nvidia. Pour 20 milliards, ils ont fait un contrat de licence exclusive sur l'IP et sur toute une partie de l'équipe. Il nous reste 2 minutes, on est vraiment à la bourre. Donc une question. Voilà. Ouais. Donc Yves Billon, ministère des Finances. Sur le modèle financier de l'IA, on a vu que sur les moteurs de recherche, on a eu une position dominante de Google sur la gratuité. Qu'est-ce qui se dessine sur l'IA, sur ces sujets économiques? 2 approches très différentes entre OpenAI et Anthropic. OpenAI est une approche très consumer. Et donc, très probablement, ce qui risque de se passer, ça va être un monde de pub qui arrive demain chez OpenAI. Et donc, il y a toute une question sur à la fois le business, le modèle économique de ces publicités, mais également l'intention, parce que ça va être un flux massif de contrôle d'informations. Tandis qu'Anthropic a une approche beaucoup plus B2B. Et dans ce cas-là, c'est plutôt... et on voit qu'en termes de marge opérationnelle, c'est beaucoup plus élevé. D'où les investissements qui sont relativement plus faibles. Là où OpenAI a levé 122 milliards récemment, Anthropic est qu'à 30 milliards. Je vais essayer. Une question ultra rapide, une réponse ultra rapide et ensuite la possibilité de connecter. C'est parti. Yann, j'aide d'un point de vue IA Lima. Sur ce que tu disais sur la couche applicative et la séparation avec les modèles, l'analyse qui est faite du succès de Claude Code dans le dev augmenté et l'IA, et aussi beaucoup dans le fait qu'en fait le modèle est très bon d'utiliser la couche applicative au-dessus, le tooling spécifique, etc. Du coup, est-ce que c'est pas un contre-exemple à ce que tu disais? Alors, il y a complètement une partie de vérité. Là où Codex et Anthropic Claude Code est excellent, c'est effectivement dans cette boucle de rétrofeedback. Pourquoi? Parce que le code est une fonction qui est vérifiable. Donc on peut faire des tests itératifs extrêmement rapidement. Le code propose, l'agent propose une solution de code,
on la teste, si elle est positive, on reste comme ça, si elle est négative, on fait une boucle de feedback. Inversement, dans le service, il y a beaucoup d'humains et on n'a pas du tout cette capacité d'interaction qui est aussi rapide. Donc oui, effectivement, Claude Code et Codex sont extrêmement bons sur la partie coding parce que ça arrive extrêmement vite. Il y a d'autres barrières, en particulier dans le monde physique, sur tous les sujets de robots, où les interactions, les boucles de feedback sont beaucoup plus longues et donc un peu plus compliquées à mettre en place pour les modèles providers. Merci beaucoup Alexis, que vous rencontrez. Tu restes une partie de la journée avec nous, j'espère. Voilà. Qu'est-ce qu'un mot d'ailleurs en une seconde? Un mot, ça c'est la question de l'animateur inculte. Pardon? Il y a un mot ouais. Ça veut dire douve en anglais et donc c'est toute la défensabilité des sociétés. C'est comment elles peuvent se protéger contre leur compétition. Bon, je ne suis pas le seul à pas ça.